vous avez M. Drissa Arama, président de l'association Clé des Guerres scolaires, vice-président de l'association des jeunes pour l'accès aux stages, formation et emploi au Mali, et promoteur d'Econet Communication, une entreprise spécialisée en communication digitale. Tout d'abord, je remercie cette initiative qui permet aux jeunes leaders que nous sommes de nous prononcer sur les sujets locaux et nationaux. En ce qui concerne la thématique engagement citoyen pour la paix et la réconciliation, c'est des vocables qui sont liés. On ne peut pas parler de paix sans parler de citoyenneté. On ne peut pas encore parler de paix sans parler de réconciliation. Parce que la paix est définie comme, en quelque sorte, un état de tranquillité, de stabilité. Donc l'absence de tout ce qui est conflit, guerre, turbulence. Alors, donc, c'est des sujets, c'est des vocables qui sont liés. Donc, il est important que nous abordons ce sujet de manière professionnelle et déontologique. La citoyenneté, c'est un élément structurant de la stratégie de sortie de crise et de la création de conditions de paix pour le développement du pays. Donc quand on définit la réconciliation, on voit qu'il y a la notion de paix dedans, on voit également qu'il y a la notion de citoyenneté dedans. Moi personnellement, quand on me parle de la citoyenneté, je l'élargis plutôt de la réconciliation et je l'élargis de manière générale. D'abord, dans les familles, entre nous les individus, dans le quartier, dans la commune et au niveau du pays. Quand on s'entend dans une famille, il y a l'attente dans un quartier, il y a l'attente dans la commune, il y a l'attente dans les régions, il y aura forcément l'attente dans le pays. Donc il est important que dans nos familles, on puisse s'entendre. Et pour qu'il y ait l'attente, moi j'ai l'habitude de le dire, dans nos différentes familles, dans nos quartiers, le point de discordance entre les individus, c'est le plus souvent les enfants. Parce que nous considérons l'enfant comme un sujet privé, alors que l'enfant doit être un sujet public. L'enfant doit appartenir à tout le monde. Auparavant, l'enfant c'était considéré comme l'enfant de tout le monde. Dans certaines localités jusqu'à présent, ça existe, donc il y a la paix là-bas, il n'y a pas de problème. Mais dans les localités où chacun voit son enfant comme son seul enfant et pas l'enfant de l'autre, en général, il y a toujours des problèmes. Parce que les enfants sont petits, ils sont toujours en confrontation, et cette confrontation répercute sur les parents. L'enfant, par exemple, l'enfant de Chaka peut frapper l'enfant de Madou. Madou, en n'essayant pas de comprendre par émotion, va se permettre de corriger l'enfant de Chaka. Donc ça va inciter Chaka aussi à venir vers Madou. Et finalement, ce sera un problème, pas seulement d'enfants, mais entre adultes maintenant. Donc il est important que nous analysons le problème au niveau familial d'abord. Il faut que dans nos familles, dans nos quartiers, nous essayons de gérer ce problème de façon publique, de façon collective. Et les gens sortent de leur confort pour se fréquenter, pour échanger, pour dire que nous sommes pareils. Mon enfant est ton enfant. S'il fait une bêtise, il faudra que tu le corriges, pas à moi d'intervenir. Donc il est important que le problème de paix soit résolu, la réconciliation est résolue au niveau local. Maintenant, quand on parle de la réconciliation nationale, par exemple, la réconciliation nationale
abordée lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une mésentente, lorsqu'il y a des guerres. Alors, pour qu'il y ait une réconciliation, il y a des procédures. La première étape, parce que quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a auteur et victime. On ne peut pas faire en sorte que les gens s'entendent lorsqu'on ne dit pas la vérité entre les gens. On ne peut pas faire en sorte que les gens s'entendent lorsqu'on ne fait pas justice, c'est-à-dire celui qui a tort lorsqu'on ne le sanctionne pas. Celui qui a raison, qu'on le dédommage. Donc il faudra passer d'abord par la vérité, justice. C'est extrêmement important. Donc la vérité, justice, ça va nous amener à mettre un programme, ça c'est au niveau du Mali, ici, vérité, justice et réconciliation. Ensuite, la seconde étape, il s'agit de mettre un programme de développement de la partie où il y a belligérance, c'est-à-dire où il y a la crise. Donc, parce qu'en général, c'est lorsqu'il y a des injustices, il y a des manquements, voilà, il y a un sous-développement, qu'il y a des guerres et d'autres problèmes. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut mettre un accent particulier sur cette localité. Donc, en général, dans le processus de la réconciliation nationale, on met un programme de développement de la localité en question. Et ensuite, on met une justice transitionnelle en place. Quand on dit justice transitionnelle, il s'agit d'une justice nationale et internationale. Parce qu'il y a des fautes qui peuvent dépasser la compétence de nos juridictions nationales. Donc, ces fautes-là ne peuvent pas rester impunies. Là, il faut impérativement la justice internationale. Donc, il faut mettre également cela en place. Voici quelques grandes procédures avec lesquelles, si on passe, on peut aller vers une vraie réconciliation nationale. Mais une fois de plus, si nous nous entendons dans nos familles, dans les quartiers on s'entend, et dans les communes on s'entend, dans les régions on s'entend, ça peut aller. Et la mésentente, c'est pas seulement entre les citoyens, mais c'est souvent entre les citoyens et les élus. Et ça m'amène à évoquer les questions des droits et des devoirs. Quand on parle de citoyenneté, on doit parler des droits et des devoirs. D'aucuns, souvent, réclament leurs droits sans pour autant accomplir leurs devoirs. Par exemple, les questions de vote. Pourquoi les citoyens se plaignent des leaders? Parce que les citoyens, le vote, c'est en même temps un devoir, mais aussi un devoir. Ils accomplissent un devoir pour élire un leader, un maire par exemple, pour que ce maire, en contrepartie, puisse développer la localité. Mais lorsque ce maire-là n'accomplit pas, et ça aussi c'est son devoir, c'est le devoir du maire, lorsqu'il n'accomplit pas son devoir de bâtir la cité, ça peut amener une incohérence, disons une méfiance entre les leaders et ses citoyens. Donc ça aussi, il faut la réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation entre les élus et les citoyens, il faut que les élus puissent accomplir ce qu'ils ont promis. C'est extrêmement important. Mais il faut aussi que les citoyens puissent faire le bon choix, sans prendre quelque chose en retour. Parce que c'est ça aussi le problème. Donc si chacun joue son rôle, à mon humble avis, cette réconciliation entre élus et citoyens est possible. Si les citoyens de la commune 1 à la commune 6 s'entendent avec les maires de la commune 1 à la commune 6, c'est que quelque part il y a développement. Et si cela se répercute dans les régions également, je pense qu'on aura un peu oublié le président. Et au niveau national, il faut que le président qui a été choisi par les citoyens de manière nationale puisse également faire ce qu'il a dit. Sinon, les citoyens vont se révolter. Mais il faut que ces citoyens aussi choisissent ce président sans contrepartie financière, mais à travers son passé,
à travers ce qu'il dit, un bon citoyen doit se poser la question lorsqu'il fait face à un élu, qu'est-ce qu'il a fait, ce leader, dans le passé? Quelles sont ses réalisations? D'abord, qui est-il? C'est important. Donc son parcours. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, ses réalisations? Et qu'est-ce qu'il entend faire, son programme? Et tu dois faire un lien entre ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire demain. C'est comme ça qu'on peut faire un bon choix. Mais lorsqu'on choisit pour 1000 francs, 2000 francs, ce dernier, en achetant ta voix, une fois au pouvoir, va essayer de remplacer ce qu'il a investi dans sa campagne. Donc il est extrêmement important que pour qu'il y ait la réconciliation entre les élus et les citoyens, que chacun joue son rôle. Que les citoyens fassent de bons choix sans contrepartie et que également les élus puissent faire ce qu'ils ont dit. C'est extrêmement important. Mais nous voyons aussi que cette réconciliation est nécessaire dans nos services entre les employés et les employeurs. C'est important parce que le droit de l'employé constitue le devoir de l'employeur. Par exemple, le droit le salaire de l'employeur, c'est comme son droit. Et c'est un devoir pour l'employeur de le payer. Mais le devoir de l'employeur, c'est comme le droit de l'employeur, c'est-à-dire la prestation, le travail, l'effort qu'il fournit. C'est un devoir pour lui de le fournir dans le travail, mais c'est en quelque sorte le droit pour l'employeur de recevoir cette prestation-là. C'est important. Donc nous voyons aussi que les prestations ne sont pas de bonne qualité venant des employés, mais les employés quelque part aussi ne sont pas bien payés. Si dans un service également, un employeur paye bien ses employés, en leur payant leur rémunération normale, en leur donnant tous les avantages sociaux, en les inscrivant à la CANAM, à l'INPS, en leur donnant tous leurs droits, ça peut inciter les employés à bien faire leur travail. Et les employés aussi doivent faire leur travail s'ils sont bien payés. Donc il est extrêmement important qu'au niveau des services également, cette réconciliation passe par là. Donc grosso modo, on parle de réconciliation lorsqu'il y a deux parties. Lorsqu'il y a deux parties, on parle de réconciliation et si chacun joue son rôle, on peut aller vers une bonne réconciliation.